Rien ne vous prépare à la douleur de voir l'homme que vous aimez trahir votre cœur en brisant celui de votre cousine adorée à quelques heures de ce qui devait être le jour le plus heureux de votre vie, avant de vous offrir un sourire aussi doux que du poison. Je suis Charlotte Moreau, mais à Ruisseau-des-Fontaines, on m'appelle Grand-mère Charlotte, à 82 ans, mes cheveux blancs noués en un chignon sévère. Et mes mains tachetées par les années cachent un secret que nul ne pourrait deviner en me voyant traverser la place du village, appuyée sur ma canne en bois sculpté. Cette vieille dame fragile porte en elle une tempête, une histoire qui brûle dans ma poitrine depuis plus de 6 décennies. Si mes mots vous captivent déjà, mes chers, laissez un petit cœur sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce geste, si simple soit-il, donne à mes souvenirs la force de voyager plus loin, d'atteindre ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Votre soutien est un phare dans l'obscurité de mon passé. Maintenant, revenons à mon histoire, cette histoire que je n'ai jamais racontée à personne jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai gardée dans mon cœur comme un poignard aiguisé que je ne pouvais retirer sans me faire encore plus mal. Mais maintenant, dans l'automne de ma vie, je sens que je dois la raconter. Il faut que vous sachiez ce qui s'est passé ce 12 mai 1957, le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Mais avant de continuer, je veux savoir qui m'écoute, de quel coin de France. Regardez-vous cette vieille dame parler des blessures du passé. Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire touche votre cœur, mettez un petit cœur sur cette vidéo. Peut-être alors trouverai-je le courage de raconter toutes les parties de ce cauchemar que j'ai vécu. Je suis née, j'ai grandi à Ruisseau-des-Fontaines, une petite ville en Occitanie qui, dans les années 1950, n'était rien de plus que quelques rues pavées autour d'une église principale. Mon père, Joseph Moreau, possédait la pharmacie du village, un homme respecté qui préparait ses propres remèdes, soignait la population. Quand le seul médecin de la région était occupé ou en voyage, ma mère, Catherine, donnait des leçons de piano aux filles des familles aisées, cousait pour compléter nos revenus. Nous n'étions pas riches, mais nous étions respectables, bien considérés dans la communauté. C'est dans cette pharmacie, par un après-midi chaud de janvier 1955, que j'ai rencontré Édouard Thomasin. Il venait d'arriver en ville pour prendre la direction de l'unique succursale bancaire locale. C'était un jeune homme grand, élégant, avec des yeux verts pénétrants, un sourire qui illuminait la pièce, diplômé de l'université de la capitale, fils d'un banquier important de Toulouse. Édouard était considéré comme un excellent parti. Toutes les jeunes filles à marier de Ruisseau-des-Fontaines soupiraient quand il passait sur la place, toujours impeccablement vêtu de ses costumes clairs. Ce jour-là, il entra dans la pharmacie avec une ordonnance pour un mal de tête. Mon père faisait une livraison et moi, qui aidais au comptoir quand je n'étudiais pas, je l'ai servi. Notre première rencontre fut brève, mais ses yeux me suivirent d'une manière qui me fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Les dimanche suivante, après l'église, il s'approcha de moi, de ma mère.
demanda la permission de nous accompagner dans notre promenade autour de la place, comme il était d'usage à l'époque. C'est ainsi que notre cours commença, toujours surveillé, comme l'exigeaient les normes sociales des années 50. Ma mère ou une tante nous accompagnait toujours, s'asseyant stratégiquement à quelques mètres sur un banc du parc pendant que nous conversions les dimanches. Édouard déjeunait chez nous après l'église. Tout était très respectueux, traditionnel, comme on l'attendait à l'époque. Il me courtisait avec des fleurs, des livres de poésie, des chocolats raffinés qu'il commandait de la capitale. Il me traitait comme une princesse, toujours attentif, toujours gentleman. En moins de 3 mois, nous parlions déjà de mariage. Je me souviens du visage de ma mère quand je lui ai dit qu'Édouard avait demandé à me courtiser officiellement. Elle semblait avoir gagné à la loterie. Un homme comme lui, cultivé, éduqué, d'une bonne famille, dit-elle, caressant mes cheveux, tu as de la chance, ma fille. Après 1 an de cours vint la demande en mariage officielle. Édouard parla avec mon père dans la salle de visite pendant que ma mère et moi attendions anxieusement dans la cuisine, prétendant préparer un café que personne ne boirait quand ils sortiront. Surians, je sus que mon sort était scellé. Je reçus une bague de fiançailles avec un petit diamant, une extravagance selon les normes de la ville. Les voisins nous rendaient visite juste pour voir la pierre brillante à mon doigt. Les préparatifs du mariage prirent 6 mois entiers. Il aurait lieu dans l'église principale, bien sûr avec une réception au club récréatif, le plus élégant de la ville. Ma robe fut commandée à Toulouse. Un rêve de dentelle et de soie qui coûta l'équivalent de 3 mois du salaire de mon père. La liste des invités comptait plus de 200 personnes, pratiquement toute la société de Ruisseau des Fontaines, quelques figures importantes des villes voisines. Édouard vivait seul dans une maison louée près de la banque, mais construisait déjà notre future résidence, une maison à 2 étages avec un porche à l'avant sur la rue principale de la ville. Ce serait la maison la plus moderne de Ruisseau des Fontaines, avec des installations électriques dans toutes les pièces, même un téléphone privé, un luxe que peu de familles pouvaient se permettre à l'époque. Nous nous rencontrions presque quotidiennement, toujours sous surveillance. Bien sûr, planifions notre avenir en détail. Combien d'enfants nous aurions. Il en voulait 3. Je rêvais de 4. À quoi ressembleraient les meubles du salon? Je préférais le style classique, lui, quelque chose de plus moderne, où nous passerions notre lune de miel. Il promettait Paris, un endroit que je n'avais jamais visité. Je vivais dans un rêve flottant parmi des nuages de bonheur. Les semaines avant le mariage étaient une pure joie. Ma mère, mes tantes ne parlaient de rien d'autre. Les draps brodés pour le trousseau, les serviettes avec mes initiales entrelacées de celles d'Édouard, les nouvelles casseroles brillant dans la cuisine attendant leur nouvelle propriétaire. Tout était préparé avec tant de soin, tant d'amour. Une semaine avant le grand jour, des parents de l'extérieur commencèrent à arriver. Parmi eux était ma cousine Hélène, fille de la sœur de mon père, qui vivait à Albi
Hélène avait 18 ans, 2 ans de moins que moi. Nous étions très proches dans l'enfance. Quand sa famille déménagea, nous restions en contact par lettres. C'était une belle fille avec de longs cheveux bruns, de grands yeux expressifs, plus réservée que moi, plus timide, mais avec un sourire qui illuminait la pièce. Quand elle se sentait à l'aise, Hélène arriva 3 jours avant le mariage avec ma tante. Mon oncle, comme notre maison était déjà pleine d'autres parents, ils logèrent chez ma marraine, mademoiselle Eugénie. À quelques pâtés de maison, je me souviens d'avoir serré Hélène dans mes bras à la gare, ressentant cette joie de retrouver quelqu'un de cher après si longtemps. J'avais tant à lui dire, tant de détails sur Édouard, nos projets, qui ne rentraient pas dans les lettres que nous échangions. Je présentais Hélène à mon fiancé le lendemain lors d'un déjeuner chez mes parents. Édouard était comme toujours charmant, gentil, attentif, posant des questions sur ses études, sur Albi, la faisant se sentir importante avec son attention. Hélène, toujours timide, répondait avec peu de mots, les yeux baissés, un sourire retenu. J'attribuais son comportement à sa timidité naturelle, à la fatigue du voyage. Dans les jours qui suivirent, cependant, je remarquais quelque chose d'étrange. Hélène semblait m'éviter. Quand j'entrais dans une pièce, elle trouvait une excuse pour partir. Quand j'essayais d'entamer une conversation sur les préparatifs du mariage, elle répondait par monosyllabes, sans l'enthousiasme que j'attendais. Je vins lui demander si tout allait bien, si elle se sentait malade. Juste fatiguée, répondait-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La veille du mariage, comme le voulait la tradition, je passais la nuit chez mes parents. Édouard, suivant la coutume, alla dîner avec ses témoins, ses amis, une sorte d'enterrement de vie de garçon sage dans un restaurant en ville. Hélène, les autres jeunes filles de la famille m'aidèrent à préparer quelques dernières choses. La couronne de fleurs que je porterai avec le voile, quelques détails sur la robe. Je me souviens qu'Hélène était si silencieuse cette nuit-là, avec des cernes profonds sous les yeux, rouges, comme si elle avait pleuré. Quand je lui demandais encore si quelque chose n'allait pas, elle est prête, mais mène forte, me regarda d'une manière si intense que cela me fit peur. Es-tu sûre, Charlotte, absolument sûre, que c'est l'homme avec qui tu veux passer le reste de ta vie? La question me prit par surprise. Bien sûr, j'étais sûre. Édouard était parfait à tous égards. Beau, éduqué, prospère, respectueux. Que pouvait vouloir de plus une fille Je suis aussi sûre que possible, répondis-je, confusée par la question. Pourquoi me demandes-tu ça la veille de mon mariage? Hélène secoua la tête. Lâche mes mains, murmura quelque chose à propos d'être juste fatiguée, que ce n'était rien. Peu après, elle s'excusa à ses couchers. J'étais intriguée par cette étrange conversation, mais il y avait tant de détails à résoudre, tant d'émotions cette veille, que je finis par ne pas y accorder beaucoup d'importance. Comment aurais-je pu imaginer ce qui se cachait derrière ces questions? Derrière ce regard angoissé, comment aurais-je pu savoir que, pendant que je rêvais de ma robe blanche, de mon avenir parfait, Hélène portait un secret si douloureux qu'elle pouvait à peine me regarder sans s'effondrer? Le matin du mariage,
Je me réveillais le cœur léger, impatiente pour le grand moment. La coiffeuse devait arriver à 10h, la maquilleuse peu après. Le mariage serait à 6h, suivi de la réception qui durait tard dans la nuit. La robe était suspendue sur un cintre spécial protégé par un tissu fin. Ma mère était debout depuis des heures, coordonnant les dernières préparations. C'est alors que je réalisais que je n'avais pas vu Hélène depuis le petit déjeuner. Je demandais après, ma mère dit qu'elle était partie chez Mademoiselle Eugénie récupérer quelque chose qu'elle avait oublié. Je trouvais cela étrange. Mais encore une fois, tant de choses se passaient autour de moi que je ne pouvais pas m'y attarder. La coiffeuse commença à préparer mes cheveux pour le grand moment. Des tantes allaient, venaient dans la pièce, ajustant des détails, apportant du thé, parlant sans arrêt. Et puis, au milieu de cette joyeuse confusion, j'entendis un bruit à la porte d'entrée, des voix élevées. Ma mère entra dans la pièce, les visages pâles. « Et continue de te préparer », dit-elle, forçant un sourire qui ne trompait personne. Juste un petit problème avec les fleurs, rien qui ne puisse être réglé, mais je connaissais trop bien ma mère pour croire cette excuse. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Et ce sentiment fut confirmé quand, quelques minutes plus tard, j'entendis un pleur discret venant de la pièce voisine, un pleur que je reconnus immédiatement comme celui d'Hélène. C'est alors que tout commença à s'effondrer. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'avoir le cœur brisé en 1000 morceaux quelques heures avant ce qui devrait être le moment le plus heureux de votre vie? Non, je ne pense pas. Et j'espère sincèrement que vous ne le saurez jamais, car cette douleur, ce sentiment que le monde s'effondre sous vos pieds, est quelque chose que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais ce matin de mai 1957, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et le pire était encore à venir. La peur me consuma à cet instant. Sans réfléchir à deux fois, je me levai de la chaise, ignorant les protestations de la coiffeuse qui essayait de finir ma coiffure. Je sentais les épingles, retenant seulement la moitié de mes cheveux, l'autre moitié encore là sur mes épaules. Je n'en avais cure. Je marchais vers la pièce voisine comme une somnambule, entraînée par une force plus grande que ma volonté. Les sons autour de moi semblaient lointains, les voix de mes tantes, le murmure inquiet de ma mère, le tintement des tasses dans la cuisine. Tout semblait se passer dans une autre dimension. La seule chose réelle était ce pleur étouffé venant de l'autre côté de la porte. Quand j'ouvris la porte de la chambre d'amis, la scène que je trouvais reste gravée dans ma mémoire aussi vivement que si elle avait eu lieu hier. Hélène était assise au bord du lit, le visage dans les mains, le corps secoué de sanglots silencieux. Ma tante Éléonore, sa mère, agenouillée devant elle, essayant en vain de la consoler. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, la voix plus ferme que je ne le ressentais. Les deux levèrent les yeux, surprises par ma présence soudaine. Le visage d'Hélène était méconnaissable, gonflé, rouge, avec une marque violacée apparaissant au coin de sa bouche. Ses yeux, que j'avais tant admirés pour leur vivacité, étaient maintenant opaques, sans vie. Sa robe jaune clair, qu'elle devait porter comme demoiselle d'honneur à mon mariage, était jetée sur une chaise à proximité,
avec une tache de sang sur le décolleté. Rien, ma chère, retourne te préparer. Dit ma tante, essayant de m'éloigner de la porte. Hélène est juste un peu indisposée, rien de grève, mais mon regard était fixé sur les yeux de ma cousine, ces yeux que je connaissais depuis l'enfance, qui maintenant suppliaient silencieusement pour quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je me dégageai de ma tante, m'approchai d'Hélène, m'agenouillai devant elle. Que t'est-il arrivé? Demandai-je directement, tenant ses mains froides dans les miennes. Qui a fait ça à ton visage? Hélène détourna le regard, d'autres larmes coulant sur ses joues pâles. Ma tante tenta à nouveau d'intervenir, mais je levai la main, la faisant taire. Dis-moi la vérité, Hélène, s'il te plaît. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. J'entendis des pas dans le couloir, ma mère entrant dans la pièce, des murmures précipités que je ne pouvais déchiffrer, mais je ne détournai pas mon attention d'Hélène. Enfin, elle parla, sa voix si basse que je dus me pencher pour entendre. C'était Édouard. Juste 2 mots, seulement 2 mots, et tout mon monde s'effondra. Au début, je pensais que j'avais mal entendu. Comment pouvait-ce être Édouard, mon Édouard, l'homme gentil, éduqué, respectueux? Que dis-tu? Murmurai-je, incrédule. Édouard n'est même pas ici. Il a passé la nuit avec les témoins. Il est venu ici ce matin. Tot, continua Hélène, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle parlait. Il a dit qu'il voulait voir la pièce où tu te préparais. Laisser un cadeau surprise. Tante Catherine était sortie chercher les fleurs. Mon père, ma mère était à l'hôtel pour chercher grand-mère. Elle fit une pause, d'autres larmes coulant. Ma tante pleurait maintenant silencieusement, une main sur la bouche, comme pour empêcher un cri de s'échapper. Ma mère était pétrifiée à la porte, son visage un masque d'incrédulité. Quand live, j'étais surprise, mais je l'ai laissé entrer. C'était ton fiancé. Après tout, il a demandé à voir ta robe. J'ai dit que je ne pouvais pas la montrer, quizá porterai meglio. Alors il a commencé à agir étrangement. Il a dit qu'il m'avait toujours trouvée attirante, que depuis qu'il m'a vue au déjeuner il y a quelques jours, il ne pouvait plus arrêter de penser à moi. Chaque mot était comme une lame coupant mon cœur en morceaux. Hélène continua, sa voix maintenant, un murmure entrecoupé de sanglots. J'ai essayé de partir, mais il a bloqué la porte. Il a dit qu'il voulait une avance sur ce qu'il aurait au mariage. J'ai crié, mais personne n'a entendu. La maison était vide, sauf pour les enfants jouant dans la cour arrière. Il a couvert ma bouche, m'a poussé contre le mur. Je ne pouvais pas entendre la suite. Un bourdonnement envahit mes oreilles. La pièce semblait tourner autour de moi. Je sentis des mains me tenir, m'empêchant de tomber. C'était ma mère, maintenant à mes côtés, son visage mouillé de larmes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Parvins-je à demander, regardant ma tante, ma mère, Hélène, nous voulions t'épargner, répondit ma tante, la voix tremblante. Ton père est parti chercher Édouard, mais personne ne l'a encore trouvé.
Nous pensions annuler le mariage sans te dire la raison. Juste reporter, tu étais si heureuse, si radieuse, une rage, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, commença à grandir en moi. Rage contre Édouard, bien sûr, mais aussi contre ma famille, pour avoir pensé qu'il pouvait me cacher cela, pour avoir pensé que je serais incapable de faire face à la vérité, pour vouloir épargner mes sentiments, pendant que ma cousine souffrait. Où est mon père maintenant? Des mandages. Ma voix étonnamment calme. Il est avec ton oncle Paul. Il cherche Édouard à l'hôtel où sont les témoins. Il semble qu'il soit parti tôt. Il a dit qu'il avait des affaires à régler avant le mariage. Je me levais, les jambes tremblantes, mais la détermination grandissant à chaque seconde. Je regardais l'horloge sur la table de chevet. 11h40, 5 du matin. Le mariage serait à 6h. Nous n'allons rien annuler, déclarai-je, à la stupéfaction de tous. Le mariage aura lieu exactement comme prévu. Mais, Charlotte, tu ne peux pas épouser cette monstre, s'exclama ma mère, horrifiée. Je n'ai pas dit que j'allais l'épouser, maman, dis-je. J'ai dit que le mariage aura lieu comme prévu maintenant. J'ai besoin de votre aide. Je retournai dans ma chambre où la coiffeuse attendait confuse. Je lui demandai de finir ma coiffure. Ignorant ses regards curieux sur mon visage, maintenant taché de larmes, pendant qu'elle travaillait, mon esprit bourdonnait de pensées, d'images, de plans. Je voyais le visage d'Hélène, marqué par la violence. Je voyais le sourire charmant d'Édouard, ce même sourire qui m'avait conquise à la pharmacie 2 ans auparavant. Je voyais le petit diamant à mon doigt, symbole d'une promesse maintenant brisée. La maquilleuse arriva. Je la laissai couvrir les marques de mes pleurs avec du fond de teint, de la poudre. À l'extérieur, je me transformais en la mariée parfaite que tout le monde attendait. À l'intérieur, je me transformais en quelque chose de complètement différent. Pendant ce temps, j'envoyais chercher ma marraine, Mademoiselle Eugénie, une femme forte, faux veuve depuis 10 ans, qui gérait la plus grande propriété rurale de la région. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider avec ce que je planifiais, c'était elle. Quand Mademoiselle Eugénie arriva, je demandai à tout le monde de quitter la pièce. C'était une femme imposante d'environ 60 ans, avec le dos droit, un regard pénétrant. Je lui racontai tout, n'omettant aucun détail de ce qu'Hélène avait révélé. Contrairement à ma mère, elle ne pleura pas. Ses yeux se plissèrent, une expression que je n'avais jamais vue sur son visage aristocratique prit forme un mélange de fureur, de détermination froide. Que veux-tu faire, ma petite? Demanda-t-elle simplement. J'expliquai mon plan. Il était risqué, scandaleux, impensable pour une jeune femme de bonne famille dans les années 50, mais c'était la seule forme de justice que je pouvais envisager à ce moment. Mademoiselle Eugénie écouta en silence, hochant parfois la tête. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse quelques instants, comme si elle pesait chaque détail. Cela causera le plus grand scandale que cette ville ait jamais vu. Dit-elle, enfin, ta réputation ne sera plus jamais la même. Je m'en fiche, répondis-je.
surprise par ma propre conviction. Je ne peux pas permettre qu'il fasse ça à d'autres femmes. Je ne peux pas laisser Hélène porter cette douleur seule. Mademoiselle Eugénie sourit, un sourire triste mais plein d'admiration. Alors faisons-le. J'ai besoin d'1 heure pour tout organiser. Elle est partie et je continuais à me préparer. La robe fut apportée, ce rêve de dentelle et de soie pour lequel mes parents avaient payé une fortune. Je l'ai laissé m'aider à m'habiller pendant que j'écoutais les voix étouffées dans le couloir. Mon père était revenu sans trouver Édouard. Les invités commenceraient à arriver dans quelques heures. Le pasteur était informé d'un léger retard, mais pas d'une annulation. À 13 heures, mademoiselle Eugénie revint. Tout est arrangé, me dit-elle dans un murmure. Elle avait juste besoin que je confirme que je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'alternative, répondis-je. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Toute la ville doit savoir qui est vraiment Édouard Thomassin. À 15 heures, la nouvelle que nous attendions arriva. Édouard avait été vu revenant chez lui. Il se préparait pour le mariage, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas détruit la vie de ma cousine quelques heures auparavant, comme s'il était vraiment l'homme honorable que tout le monde croyait qu'il était. Une vague de nausées m'envahit, en imaginant que, sans la confession d'Hélène, je serais maintenant en train d'épouser un monstre. Je partagerai son lit ce soir. J'aurai des enfants avec lui. Je vivrai toute une vie aux côtés de quelqu'un capable d'une telle atrocité. Le mot vint à 15h45. Il était arrivé à l'église. Il attendait à l'hôtel avec les témoins. Mon père entra dans la pièce. Son visage vieilli de 10 ans en cette seule journée. Son expression était celle d'une pure agonie en me voyant complètement habillée en mariée, le voile couvrant déjà mon visage. « Ma fille, tu n'as pas à faire ça, dit-il, prenant mes mains dans les siennes. Nous pouvons simplement annuler, dire que tu es tombée malade dans quelques mois. Quand la poussière sera retombée, tu peux aller à la capitale, rester avec tes cousins jusqu'à non. Papa, interrompis-je doucement. Je ne me cacherai pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je n'ai rien fait de mal. Hélène n'a rien fait de mal. C'est lui qui doit faire face aux conséquences de ses actes. Mon père soupira. Venko. Au fond, il savait que j'avais raison, même si le prix était trop élevé. Alors, allons-y, dit-il, m'offrant son bras. L'église était pleine, comme nous l'attendions. 200 personnes, les femmes dans leurs plus belles robes, les hommes en costume sombre. La décoration était magnifique. Les 300 orchidées blanches qui avaient coûté une fortune, les rubans de satin suspendus au banc, les arrangements de lit à l'hôtel. Édouard était là, plus beau que jamais dans son costume gris clair, ses cheveux parfaitement coiffés, ce sourire confiant, qui autrefois me faisait fondre, maintenant me retournait l'estomac. L'orgue commença à jouer la marche nuptiale. Les têtes se tournèrent vers l'entrée de l'église, où j'apparus au bras de mon père. Un murmure d'admiration parcourut la nef. La mariée était belle, la robe était un rêve, le bouquet de lys, de roses blanches, s'accordait parfaitement avec l'arrangement de l'autel. Je commençais à marcher lentement dans l'allée centrale, mon bras entrelacé avec celui de mon père
Je pouvais sentir son tremblement, son hésitation à chaque pas. Mais j'avançais avec détermination, mes yeux fixés sur Édouard, qui m'attendait avec ce sourire répété, ces yeux verts qui me semblaient maintenant vides, sans aimer. À quelques mètres de l'hôtel, je fis un signal imperceptible à mademoiselle Eugénie, assise au premier banc. Elle se leva discrètement, sortit par une porte latérale. C'était le signal convenu. Tout était sur le point de changer. Quand j'atteignis enfin l'hôtel, Édouard me tendit la main, son sourire plus large que jamais. « Tu es magnifique », murmura-t-il, alors que mon père s'éloignait pour s'asseoir à côté de ma mère. Je regardais cette main tendue, la même main qui, quelques heures auparavant, avait fait du mal à Hélène, avait violé son innocence, détruit sa confiance. Au lieu de l'accepter, il violentement voile, révélant non pas le sourire timide d'une mariée passionnée, mais un visage froid, déterminé, celui de quelqu'un sur le point d'exécuter une sentence. C'était le moment que j'avais planifié, le moment de la vérité, de la justice, le moment qui changerait à jamais le cours de ma vie, de celle de tant d'autres personnes dans cette petite ville d'Occitanie. Ce qui se passa dans les minutes suivantes resta gravé dans la mémoire collective de Ruisseau-des-Fontaines comme le plus grand scandale que la tranquille ville ait jamais connu. Un scandale qui commença avec mes mots prononcés haut et clair pour que tous dans l'église puissent entendre « Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui ». Ma voix résonna dans l'église, ferme, claire. Le silence qui suivit fut absolu, comme si tout le monde avait cessé de respirer en même temps. 200 visages, figé dans des expressions d'incrédulité, me fixait. Édouard, devant moi, Paulette, le sourire répété, disparaissant instantanément. Charlotte, que fais-tu murmura-t-il, tendant la main pour toucher mon bras. Reculai, comme si j'avais été brûlée. Ne m'y touche pas, dis-je assez fort pour que les premiers rangs entendent. Ne pose plus jamais tes mains sur moi. Les murmures commencèrent à circuler dans l'église. Je vis la confusion sur le visage du pasteur, le choc sur celui des invités. Mon père tenta de se lever, mais ma mère le retint par le bras. Elle savait ce qui allait se passer. Mademoiselle Eugénie, au premier banc, me fit un signe discret de la tête. C'était le moment. Je veux que tout le monde sache pourquoi il n'y aura pas de mariage. Continuai-je, me tournant vers les présents, ma voix tremblant légèrement, mais je maintenais mon sang-froid. Ce matin, pendant que je me préparais pour ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, Édouard Thomassin, l'homme qui promettait de m'honorer de mes respect, a forcé ma cousine Hélène à satisfaire ses désirs. Il l'a blessée, humiliée, a détruit sa dignité. Des exclamations d'horreur emplirent la nef de l'église. Le visage d'Édouard se transforma en un masque de fureur, de peur. C'est absurde. Elle est hystérique. Ne la croyez pas, cria-t-il, saisissant mon bras avec force.
Je sentis ses doigts s'enfoncer dans ma peau, mais je ne montrais aucune douleur. Enlève tes mains de moi, Édouard, ça ne marchera pas 2 fois dans la même journée. C'est alors que les portes latérales de l'église s'ouvrirent. Mademoiselle Eugénie entra tenant Hélène par le bras, ma cousine, encore avec les yeux gonflés de tant de pleurs, la lèvre fendue, la marque violacée sur son visage, que même la poudre ne pouvait cacher. Elle portait une robe simple, différente de la jaune qu'elle devait porter comme demoiselle d'honneur. Ma tante Éléonore, mon oncle Paul vinrent juste derrière, leur visage transformé par un mélange de honte, de détermination. Un murmure collectif parcourut l'église. Hélène marcha lentement, le regard baissé, mais la posture droite, guidée par mademoiselle Eugénie, comme s'il s'agissait d'une procession solennelle. Quand elles atteignirent l'autel, elles s'arrêtèrent à côté de moi. « Regarde-la, Édouard, ordonnai-je, regarde ce que tu as fait. » Il ne regarda pas, ses yeux verts, autrefois, si envoûtants, brillaient maintenant de haine, fixés sur moi. Je remarquai que son père, le puissant banquier de Toulouse, était déjà debout, visiblement agité, avançant dans l'allée centrale. J'imaginais qu'il essaierait d'étouffer le scandale, d'utiliser son influence pour transformer la vérité en hystérie féminine, protéger le nom de la famille. J'étais préparée à cela aussi. Vous êtes tous fous, vitupéra Édouard, alternant son regard entre moi, Hélène. C'est un coup monté. Elle est rancunière, jalouse de sa cousine qui va épouser un homme prospère. Elle a inventé cette histoire parce qu'elle m'a toujours voulu pour elle. La cruauté de ces mots frappa Hélène comme un coup physique. Et Levacilla, soutenue par mademoiselle Eugénie, c'est alors qu'une voix forte, déterminée, retentit du fond de l'église. C'était Marie, la gouvernante d'Édouard, une dame d'âge moyen qui travaillait pour lui depuis son arrivée en ville. Ce n'est pas la première fois, dit-elle, marchant lentement dans l'allée, toutes les têtes se tournant pour la suivre. Ce n'est pas la première fois que M. Thomasin fait cela. Le visage d'Édouard perdit toute couleur. Il regarda la gouvernante comme s'il voyait un fantôme. Fermez ta bouche. Vieille fouineuse, cria « Té », avançant vers elle, comme s'il allait l'agresser là même à l'hôtel. Le pasteur réagit enfin, se plaçant entre eux. Marie continua. Impossible. Il y a eu la fille des Schmitt qui travaillait comme bonne chez lui il y a 4 mois. Il y a eu la nièce du boulanger qui est venue livrer le gâteau pour son anniversaire. J'ai fermé les yeux. Il y a tout. J'avais peur de perdre mon emploi, mais je ne peux plus porter ce poids. L'église se transforma en pandémonium. Des mères serraient leurs filles contre elles, regardant Édouard avec horreur. Des hommes se levaient, certains criant des insultes, d'autres exigeant des explications. Le père d'Édouard, rouge de fureur, essayait de crier par-dessus le tumulte que c'étaient tous des mensonges, des calomnies contre un homme respectable. C'est alors que la porte principale de l'église s'ouvrit violemment. Là, encadré par la lumière de la fin d'après-midi, se tenait le shérif Moreau, un homme corpulent avec une moustache épaisse, accompagné de 2 officiers,
Édouard Thomassin, sa voix tonna par-dessus le chaos. Vous êtes détenu pour interrogatoire sur des accusations d'agression, de violence contre des femmes. Le temps sembla se figer, le silence revint, mais chargé de tension. Comme l'air avant une grande tempête, Édouard regarda autour de lui comme un animal acculé. Pendant un instant, je pensais qu'il pourrait essayer de s'enfuir ou même agresser quelqu'un, mais ensuite, ses épaules s'affaissèrent, tout ce charme, toute cette confiance qui m'avait autrefois enchantée disparut, révélant la vraie nature de cet homme. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres, alors que les officiers s'approchaient pour l'emmener. Nous avons le témoignage d'Hélène, répondis-je, le regardant directement dans les yeux pour la dernière fois. Nous avons les témoignages de Marie et probablement nous en aurons d'autres quand d'autres victimes apprendront qu'elles ne sont pas seules. Nous avons les marques sur le corps de ma cousine et nous avons ceci. Je tendis la main à mademoiselle Eugénie qui me donna un petit paquet. À l'intérieur, je sortis un mouchoir taché de sang, le mouchoir d'Édouard, avec ses initiales brodées qu'Hélène avait gardées après l'agression. Tu as laissé tes marques sur Hélène, mais tu as aussi laissé ta signature sur la scène du crime. Conclus, alors que les officiers emmenaient Édouard hors de l'église, je sentis comme si un énorme poids s'était soulevé de mes épaules. Le prix que je paierais pour cette scène serait élevé. Le scandale, les commentaires malveillants, la honte d'avoir transformé mon mariage en un spectacle public, mais en regardant Hélène, à la petite lueur de soulagement qui commençait à briller dans ses yeux, je savais que cela en vaudrait la peine. Le désastre du matin s'était transformé en la plus grande leçon de ma vie. Jag var surprise de la manière la plus douloureuse que les apparences trompent, que les masques sociaux peuvent cacher des monstres, que le silence ne protège que les coupables. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La ville ne parlait de rien d'autre. Le cas fit les gros titres du journal local, même dans la capitale. La fiancée dévoile un crime et dénonce le fiancé à l'hôtel, disaient les manchettes. Il y avait ceux qui me critiquaient pour avoir exposé le cas de cette manière, pour avoir ruiné la réputation d'un homme respectable à cause d'un malentendu, mais pour chaque voix de critique, il y en avait deux de soutien, surtout parmi les femmes, ce que personne n'attendait. Cependant, c'était ce qui se passa ensuite, 3 jours après le non-mariage, alors que j'étais encore cachée chez moi, évitant les regards curieux, les commentaires malveillants. On frappa à notre porte. C'était Julie Schmitt, la fille du menuisier qui avait brièvement travaillé comme bonne chez Édouard. Elle voulait raconter son histoire. Le lendemain, Tchefout, Laurette, la nièce du boulanger. Après, elle vint d'autres. En tout, 7 femmes de différents âges, et classes sociales, toutes avec des histoires similaires. Édouard Thomassin, le charmant directeur de banque, l'homme qui enchantait tout le monde avec son sourire, son éducation, avait laissé une traînée de victimes réduites au silence par la peur, la honte. Une semaine plus tard, je reçus un message du shérif Moreau me demandant de venir au poste. J'avoue avoir hésité. Que pouvait-il vouloir de plus
Le cas était déjà ouvert, les plaintes enregistrées. C'est Hélène qui me convainquit d'y aller. Tu dois finir ce que tu as commencé. Charlotte, dit-elle, sa voix retrouvant la fermeté que j'avais toujours admirée, pas seulement pour moi, mais pour toutes. En arrivant au poste, je fus reçue non par le shérif, mais par Madame Clara Moreau. Cette femme, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils, déterminée. Mon mari a pensé que tu serais plus à l'aise de parler avec moi d'abord, expliqua-t-elle, me conduisant dans une petite pièce à l'arrière du poste. Là, à ma surprise, étaient réunies toutes les femmes qui avaient porté plainte contre Édouard, plus quelques-unes que je ne connaissais pas. Que se passait-il? Demandai-je, confuse par cet accueil inattendu. Madame Clara sourit, un sourire triste mais déterminé. Ces femmes veulent te remercier, non seulement pour avoir dénoncé Édouard Thomassin, mais pour leur avoir donné le courage de briser le silence. Certaines n'avaient jamais raconté à personne ce qu'elles avaient subi. Certaines portaient cette douleur depuis des années. Une dame plus âgée que je ne connaissais pas se leva, prit mes mains dans les siennes. Ma fille a souffert aux mains d'un homme comme Édouard quand elle n'avait que 16 ans. Nous n'avons jamais dénoncé par peur du scandale, de la honte. Elle n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, elle serait ici, mais elle a mis fin à ses jours il y a 5 ans. Ce que tu as fait, jeune femme, sauvera d'autres filles de ce destin. Je sentis des larmes chaudes couler sur mon visage. C'étaient pas des larmes de regret ou de tristesse pour la perte de ce que je croyais être le véritable amour. C'était des larmes de compréhension, d'une douleur partagée qui devenait plus supportable lorsqu'elle était divisée. C'est à ce moment, regardant ces femmes de différents âges, différentes histoires, mais unies par une expérience commune de douleur, de silence, que je pris une décision qui changerait le cours de ma vie, une décision qui, à cet instant, me semblait aussi naturelle que respirer. Il faut faire plus 10 jeux. Essuyant les larmes avec le dos de la main, nous ne pouvons pas laisser d'autres femmes traverser cela en silence, pensant qu'elles sont seules, qu'on ne les croira pas, que c'est leur faute. Je regardais chacune de ces femmes, voyant en elles non seulement des victimes, mais des survivantes, des guerrières qui avaient trouvé le courage de raconter leurs histoires. Qu'as-tu en tête? Demanda Madame Clara, ses yeux brillants d'une curiosité pleine d'espoir, un endroit où les femmes peuvent chercher de l'aide, où elles peuvent raconter leurs histoires sans crainte de jugement, où elles peuvent trouver un soutien légal, médical, émotionnel, un endroit qui montre qu'elles ne sont pas seules. L'idée, lancée presque impulsivement, fut reçue avec un silence réfléchi, suivi des murmures d'approbation. Madame Clara fut la première à parler, sa voix ferme, décisive. Je soutiens cette idée de tout mon cœur. Je suis sûre que mon mari la soutiendra aussi avec toutes les ressources à sa disposition. Je peux offrir ma maison pour les premières réunions, dit mademoiselle Eugénie, qui était arrivée silencieusement, observant la scène depuis la porte. J'ai des contacts dans la capitale qui peuvent nous guider sur les aspects légaux. Une par une, les femmes dans la pièce commencèrent à offrir ce qu'elles pouvaient, du temps, des compétences, des contacts.
Die Petite Samstagent, ce qui commença comme une idée vague, née de la douleur, de l'indignation, prenait rapidement forme, se transformant en quelque chose de concret, tangible. Là, dans cette petite pièce du poste de police de Ruisseau-des-Fontaines, en 1957, pendant que la France vivait les années de Gaulle, que le monde était captivé par la course spatiale avec le lancement de Spoutnik, un petit groupe de femmes courageuses planta les graines de ce qui deviendrait la première maison de soutien aux femmes dans la région rurale d'Occitanie. Nous ne le savions pas encore, mais ce serait que le début d'un voyage beaucoup plus long, plus difficile que nous ne pouvions l'imaginer, un voyage qui me mènerait sur des chemins que je n'avais jamais rêvé de parcourir, affrontant résistance, préjugés, mais découvrant aussi des forces inattendues, des alliés. À ce moment, tout ce que je savais, c'est que des cendres de mon mariage raté, du traumatisme de ma cousine, de la douleur collective de ces femmes, quelque chose de nouveau naissait, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui pouvait vraiment faire une différence. Et pour la première fois depuis que j'avais découvert la vraie nature d'Édouard, je me permis de ressentir non seulement de la colère ou de la tristesse, mais aussi de l'espoir, un espoir fragile, encore, comme une petite pousse dans une terre fraîchement retournée, mais réel, vivant, l'espoir que peut être, à travers cette tragédie personnelle, nous pourrions créer quelque chose qui aiderait d'autres femmes à éviter des tragédies similaires. C'était le début d'une nouvelle phase de ma vie, une phase que je n'avais jamais planifiée, pour laquelle je n'étais pas préparée, mais que j'acceptais avec la même détermination avec laquelle j'avais confronté Édouard à l'hôtel. Les mois qui suivirent l'arrestation d'Édouard transformèrent notre petite ville. Ce qui commença comme un scandale local prit rapidement des proportions que personne d'entre nous n'aurait pu imaginer. Un journal de Toulouse envoya un reporter pour couvrir l'affaire Bientot. D'autres médias s'intéressèrent à l'histoire de la fiancée qui dénonça son propre fiancé à l'hôtel pour avoir agressé sa cousine. Le procès fut programmé pour octobre 1957, 5 mois après ce jour fatidique de mai. Pendant cette période, la maison de soutien passa d'une idée à la réalité, commença à fonctionner dans un petit bâtiment à 2 étages donné par mademoiselle Eugénie, à 2 pâtés de maison de la place principale. Nous começamos modestement avec des réunions hebdomadaires où les femmes pouvaient partager leurs expériences, chercher du réconfort les unes auprès des autres, progressivement, avec l'aide de professionnels bénévoles, un médecin, une infirmière, une avocate récemment diplômée. Nous élargîmes pour offrir une assistance plus concrète. Chaque petite victoire était célébrée, chaque obstacle affronté avec détermination. Quand les fonds manquaient, nous organisions des bazars de charité. Quand les commentaires malveillants menaçaient de nous décourager, nous nous soutenions mutuellement. Ce fut une période d'apprentissage intense, non seulement sur la gestion d'une organisation de soutien, mais aussi sur la profondeur, l'ampleur du problème auquel nous faisions face. La date du procès approchait, avec elle croissait mon anxiété. Le père d'Édouard
utilisant son influence, avait engagé l'un des avocats les plus renommés d'Occitanie pour défendre son fils. Des rumeurs circulaient qu'ils essaieraient de discréditer Hélène, la peindre comme une fille aux mœurs douteuses, peut être même suggéré qu'elle avait séduit Édouard. C'était une tactique courante, Yahweh Sapris, utilisée pour intimider les victimes, les dissuader de porter leurs affaires en justice. Mais Hélène n'était plus seule, et moi non plus. Nous avions de notre côté non seulement nos familles, mais aussi un groupe croissant de soutien, des femmes qui avaient trouvé le courage de raconter leurs propres histoires, des hommes qui refusaient de cautionner le silence protégeant des agresseurs comme Édouard. Et nous avions quelque chose d'encore plus puissant, la vérité, la veille du procès. Hélène vint vers moi. Nous étions sur le porche de la maison de mes parents, regardant le coucher de soleil, teinter le ciel de teinte orangée. Elle semblait différente, pas complètement guérie, car certaines blessures laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais complètement, mais plus fortes, avec une détermination qui me remplissait de fierté. J'ai peur. Charlotte, confessa-t-il, la voix à peine un murmure. Peur de ce qui se passera demain, de ce qu'ils diront de moi, des questions qu'ils poseront. Je pris ses mains dans les miennes, sentant le léger tremblement qui les parcourait. J'ai peur aussi, admise, ce serait étrange si nous ne l'étions pas, mais sais-tu ce que je crains encore plus? Rester silencieuse. Laisser des hommes comme Édouard continuer à faire ce qu'ils font sans conséquence. Hélène hocha la tête, ses yeux fixés sur l'horizon où le soleil disparaissait maintenant. Notre silence ne protège que les coupables, dit-elle, répétant les mots qui étaient devenus une sorte de mantra dans notre maison de soutien. Demain, je ne serai pas silencieuse. Le lendemain, le tribunal de Ruisseau-des-Fontaines était bondé. L'affaire avait attiré tant d'intérêt que beaucoup de gens durent rester dehors, massés autour des fenêtres ouvertes pour suivre les débats. La chaleur d'octobre rendait l'environnement étouffant, malgré les ventilateurs qui tournaient paresseusement au plafond. Édouard fut amené au tribunal menotté, mais vêtu d'un costume impeccable. Son visage, autrefois si plein de charme, de confiance, montrait maintenant des signes visibles de tension. Il évitait de regarder dans notre direction, gardant les yeux fixés sur son avocat, un homme grand, mince, aux cheveux grisonnants, avec un air de supériorité qui m'irrita instantanément. Le juge Nogaret était connu pour sa sévérité, son impartialité, sa présence imposante imposait le silence à la foule agitée. Le procès commença par la lecture des accusations, chaque mot résonnant dans la salle, dans un silence pesant. Quand vint le moment du témoignage d'Hélène, se sentis manqueur, se serrer. Elle marcha vers le siège des témoins avec des pas fermes. Malgré son visage pâle, elle portait une robe bleue marine simple, sans ornement, sauf une petite broche dorée, un cadeau de sa mère pour lui donner du courage. Pendant presque 1 heure, Hélène raconta ce qui s'était passé ce matin de mai, sa voix vacillant parfois, mais ne perdant jamais sa fermeté. Elle décrivit comment Édouard était arrivé à l'improviste, comment elle avait essayé de fuir quand elle avait réalisé ses intentions, comment il l'avait immobilisée, couvrant sa bouche
pour étouffer ses cris. Elle décrivit la douleur, la peur, l'humiliation. Elle décrivit comment, après, il avait redressé sa cravate souris, dit que si elle parlait à quelqu'un, personne ne la croirait. L'avocat d'Édouard, comme prévu, tenta de la discréditer. Il insinua qu'elle avait séduit Édouard, qu'elle était rancunière, parce qu'il avait choisi de m'épouser. Il alla jusqu'à questionner pourquoi elle lui avait ouvert la porte, pourquoi elle était seule avec lui dans la pièce. Comme si cela justifiait ce qui s'était passé ensuite. À chaque question insidieuse, Hélène répondit avec dignité, refusant de se laisser intimider à un moment particulièrement tendu, quand l'avocat suggéra qu'elle inventait toute l'histoire pour attirer l'attention. Hélène le regarda directement, dit d'une voix claire: « Pensez-vous vraiment que quelqu'un choisirait volontairement de traverser cette gêne, d'exposer sa vie privée de cette manière, de faire face à des regards de pitié, des chuchotements dans son dos, juste pour attirer l'attention? Non, monsieur, je suis ici parce que c'est la vérité, parce que je ne peux pas permettre que d'autres filles souffrent ce que j'ai souffert. » Un murmure d'approbation parcourut le tribunal, rapidement réduit au silence par le juge, mais je pouvais voir dans ses yeux que les mots d'Hélène l'avaient touché. Puis ce fut mon tour de témoigner. Je racontai le comportement d'Hélène dans les jours précédents, le mariage, comment elle semblait éviter Édouard, la découverte le matin du mariage. Ce matin-là, quand j'ai vu l'état de ma cousine, quand j'ai entendu ce qu'Édouard avait fait, quelque chose s'est brisé en moi, expliquai-je, regardant directement le juge, pas seulement l'amour que je croyais ressentir pour lui, mais aussi une sorte d'innocence, la croyance que les gens bons, respectables ne seraient pas capables d'actes aussi monstrueux. Je réalisais que le silence, l'apparence de respectabilité, étaient les plus grands alliés d'hommes comme Édouard. Marie, la gouvernante, témoigna aussi, rapportant d'autres incidents qu'elle avait vus ou dont elle avait eu connaissance. Une à une, les victimes qui s'étaient manifestées après le scandale prirent la parole. Chaque témoignage construisant un portrait accablant d'Édouard Thomassin. L'avocat de la défense fit ce qu'il pouvait pour discréditer chacune d'elles, mais la cohérence des récits, le courage avec lequel elles affrontaient l'embarras d'exposer leurs histoires, les preuves physiques dans le cas d'Hélène, le mouchoir taché de sang, les ecchymoses documentées par un médecin rendirent sa tâche presque impossible. Édouard choisit de ne pas témoigner, une décision que son avocat lui avait certainement conseillée, mais qui, pour beaucoup de présents, semblait être une admission de culpabilité. Après 2 jours de témoignages, d'arguments, le jury se retira pour délibérer. L'attente fut angoissante. Nous restâmes dans le couloir du tribunal, un petit groupe de femmes unies par l'espoir, la peur, Hélène, moi, mademoiselle Eugénie, Marie, les autres victimes qui avaient témoigné, nos mains entrelacées, nous renforçant mutuellement en silence. Quand le jury revint après 3 heures de délibération, le silence dans la salle d'audience était si absolu qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Le président du jury, un fermier respecté de la région, se leva pour annoncer le verdict. Coupable.
de toutes les accusations, la salle explosa en réaction, cris d'approbation, quelques protestations indignées de la famille d'Édouard, le cri de soulagement d'Hélène à mes côtés. Le juge frappa à plusieurs reprises, exigeant l'ordre. Quand le silence revint enfin, il prononça la sentence, 8 ans de prison. Édouard, qui était resté impassible tout au long du procès, perdit enfin son sang-froid. Il s'éleva brusquement, criant qu'il était innocent, que nous étions tous fous, que son père achèterait la moitié de la ville pour le libérer, qu'il nous ferait payer. Il fallut 2 gardes pour le retenir, l'entraîner hors de la salle d'audience, criant encore des menaces. J'observais cette scène avec un étrange sentiment de paix. C'était pas de la vengeance que je cherchais. Réalisais-je, c'était la justice. C'était la garantie que, au moins pendant 8 ans, Édouard ne pourrait pas faire à une autre femme ce qu'il avait fait à Hélène, à tant d'autres. C'était le message aux autres victimes. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez être entendu, vous pouvez obtenir justice. En quittant le tribunal, nous fûmes accueillis par une foule. Des femmes nous offraient des fleurs. Serraient, nos minds, certaines pleuraient en nous remerciant. C'est là, à ce moment, que je compris pleinement la dimension de ce que nous avions initié. Il ne s'agissait pas seulement d'Édouard, d'Hélène, de moi. Il s'agissait de toutes les femmes qui avaient souffert en silence, qui avaient été discréditées, qui avaient été blâmées pour des crimes commis contre elles sur le trottoir devant le tribunal. Une jeune reporter du journal de Toulouse m'approcha, son carnet prêt. Mademoiselle Moreau, comment vous sentez-vous après le verdict? Je regardais autour de moi Hélène, les autres femmes qui avaient témoigné, Mademoiselle Eugénie avec son sourire fier, les dizaines de visages inconnus nous regardant avec espoir. Admiration. Je sens que ce n'est que le début, répondis-je. La fin d'un chapitre douloureux, mais le début d'une histoire beaucoup plus grande, et c'est ainsi que ce fut dans les années qui suivirent. Notre petite maison de soutien grandit, s'élargit, devint un modèle pour des initiatives similaires dans d'autres villes. Édouard purgea 6 de ses 8 ans de peine, obtint une réduction pour bonne conduite et à sa sortie découvrit que sa place à Ruisseau-des-Fontaines n'existait plus. Il déménagea en Bretagne où ses crimes n'étaient pas connus. Nous n'entendîmes plus jamais parler de lui. L'histoire de la fiancée qui dénonça son fiancé à l'hôtel devint une sorte de légende urbaine, racontée, re-racontée, souvent avec des détails exagérés ou déformés. Certains disaient que j'avais poignardé Édouard à l'hôtel, d'autres qu'Hélène était en fait ma sœur. La vérité, comme cela arrive souvent, se dilua avec le temps, mais l'impact de ce jour resta en 1964, alors que les troubles sociaux du mouvement des droits civiques étaient à leur apogée. Notre maison de soutien fit face à de nouveaux défis. Nous étions vus avec suspicion par certains, étiquetées comme subversives pour avoir osé remettre en question les structures de pouvoir établies. Nous dûmes apprendre à naviguer dans ce nouveau scénario politique
protéger nos clientes sans attirer une attention indésirable des autorités, continuer notre travail dans un environnement de plus en plus hostile aux voix dissidentes. Ce fut une période d'apprentissage douloureux, de retraite stratégique, d'avancées prudentes, mais nous n'abandonnâmes jamais notre mission essentielle, offrir un espace sûr pour les femmes qui avaient subi des violences, leur donner une voix, les aider à reconstruire leur vie. En 1970, notre maison s'était transformée en un centre de soutien aux femmes avec une structure plus formelle, des ressources plus larges, des partenariats avec des professionnels de santé, juridiques. Nous offrions non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des conseils légaux, une assistance médicale, des cours de formation professionnelle pour les femmes qui avaient besoin de devenir financièrement indépendantes après avoir quitté des relations abusives. Je ne me suis jamais mariée. Beaucoup attribuaient cela au traumatisme de l'expérience avec Édouard, mais la vérité était plus complexe. Je découvris qu'il y avait d'autres chemins pour une femme que le mariage, la maternité, des chemins que dans les années 1950, peu osé emprunter. Je trouvais un but, un épanouissement dans mon travail, dans les vies que j'aidais à reconstruire dans la communauté que nous créions autour du centre. Hélène épousa finalement un médecin venu travailler à Ruisseau-des-Fontaines en 1960. Un homme doux, patient, qui comprenait ses cicatrices, respectait son temps de guérison. Ils eurent 3 enfants, tous maintenant adultes, tous élevés avec un profond sens du respect pour les femmes, une compréhension du consentement, des limites qui n'étaient pas courantes pour leur génération. Et moi, je me consacrais au centre, à la cause née de cette tragédie personnelle. Je me spécialisais en droit, une décision scandaleuse pour une femme dans les années 1960, surtout dans une petite ville. J'affrontais des résistances, des préjugés, des portes fermées, mais trouvais aussi des alliés inattendus, des mentors généreux, des opportunités qui surgissaient quand je m'y attendais le moins. La robe de mariée que je n'ai jamais portée fut démontée, transformée en robe de baptême pour les enfants d'Hélène. La maison qu'Édouard avait construite pour notre vie conjugale fut finalement vendue. L'argent donné au centre de soutien, les orchidées qui décoraient l'église ce jour de mai furent plantées dans le jardin du premier siège permanent du centre, où elles fleurissent encore aujourd'hui, chaque printemps, comme un rappel que même des situations les plus douloureuses, quelque chose de beau, de significatif peut naître. La douleur de ce jour ne disparut jamais complètement. Il y a des moments où je me réveille encore au milieu de la nuit, me souvenant du visage d'Hélène ce matin-là, du choc de la découverte, du sentiment d'avoir tout mon avenir planifié s'effondrer autour de moi. Il y a des moments où je me demande comment aurait été ma vie si rien de tout cela n'était arrivé, si j'avais épousé Édouard sans savoir qui il était vraiment, ou si je l'avais découvert plus tard, quand j'étais déjà liée à lui par les liens du mariage. Peut être par la maternité, mais ces réflexions ne me tourmentent plus comme avant. Le temps a ce pouvoir, non pas d'effacer les blessures, mais de les intégrer dans notre histoire, de les transformer en une partie de ce qui nous définit,
sans nous définir complètement. Et si vous me demandez aujourd'hui, 6 décennies plus tard, si je regrette la décision que j'ai prise dans cette église bondée, devant 200 invités, un fiancé qui s'est révélé être un monstre, ma réponse est simple: non, pas un instant. Parce que cette décision douloureuse, effrayante, telle qu'elle était, ouvrit la voie à une vie que je n'avais jamais imaginée pour moi, une vie de but, d'impact, de sens, une vie qui, j'espère, a fait une différence. Aujourd'hui, assise sur le porche de ma maison, surplombant le jardin fleuri que je cultive avec tant de soin, j'observe le coucher de soleil teinter le ciel de ruisseaux des fontaines des mêmes teintes orangées que j'ai vues cet après-midi il y a plus d'un demi-siècle. Quand tout changeait, les orchidées que j'ai transplantées du premier siège du centre à mon jardin privé, quand j'ai pris ma retraite, continuent de fleurir, têtues, résilientes, comme les femmes que j'ai aidées tout au long de ma vie. À 82 ans, j'ai le privilège que peu reçoivent regarder en arrière, voir que j'ai fait une différence, pas de la manière que j'imaginais jeune, rêvant d'un mariage parfait, d'enfants avec Édouard Thomasin. La vie avait d'autres plans pour moi. Des plans nés d'une tragédie, mais qui ont fleuri en quelque chose de beaucoup plus grand, que je n'aurais jamais pu imaginer. Les années 1970 furent des temps difficiles pour notre travail. La guerre d'Indochine, ses conséquences dominaient la conscience française. Toute organisation défendant les droits humains était vue avec suspicion. Notre centre de soutien aux femmes survécues, grâce à un équilibre ténu entre discrétion, détermination, nous appelions cours d'artisanat ou de cuisine, ce qui était en réalité des réunions où les femmes pouvaient parler librement des violences qu'elles subissaient. La bibliothèque, où nous gardions des matériaux sur les droits des femmes, était cachée derrière une fausse étagère au sous-sol de la maison. Je me souviens d'une aube en 1972, quand on frappa à la porte du centre. C'était une femme avec un visage si battu que ses traits étaient à peine reconnaissables dans ses bras. Un bébé de quelques mois, amené par un voisin. Elle avait fui après que son mari, un capitaine de l'armée, l'avait menacé de la tuer. Elle et l'enfant, lors d'une crise de jalousie, il me trouvera, répétait-elle, tremblante. Il a des relations. Il dira que je suis subversive, que j'ai kidnappé notre fils cette nuit-là, pendant qu'Hélène soignait ses blessures. Mademoiselle Eugénie, maintenant âgée mais toujours redoutable, et moi élaborâmes un plan audacieux en 3 jours, utilisant un réseau de contacts soigneusement construit au fil des ans. Nous réussîmes à obtenir de nouveaux documents pour la mère, l'enfant, des billets de bus pour le Languedoc, un emploi d'enseignante d'école primaire dans une petite ville où elle avait une cousine éloignée qui accepta de l'accueillir. Des années plus tard, nous reçûmes une lettre adressée simplement aux anges de Ruisseau des Fontaines. C'était d'elle, avec une photo de remise de diplôme de son fils, Maintenance Adolescent. Sur le point d'entrer à l'école de médecine, vous avez sauvé 2 vies cette nuit-là, écrivit-elle. C'était pas la première fois que nous devions agir dans l'ombre, et ce serait pas la dernière. Chaque cas nécessitait une approche différente,
Chaque femme avait son histoire unique de douleur, de résilience, nous apprîmes à improviser, à utiliser les ressources limitées que nous avions, à trouver des alliés dans les endroits les plus improbables. L'un de ces alliés inattendus émergea en 1975, lors de l'année internationale de la femme déclarée par l'ONU. Le shérif Moreau, maintenant proche de la retraite, médecin privé, ses femmes, Madame Clara, était décédée l'année précédente après avoir consacré plus d'une décennie au travail bénévole dans notre centre. Ma Clara m'a fait voir le monde différemment, dit-il, la voix étouffée par l'émotion. Avant elle, j'étais comme tant d'autres hommes de ma génération, aveugle à la souffrance des femmes, sourd à leurs appels à l'aide. Il me tendit une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une somme d'argent considérable, des documents détaillant des cas de violence domestique qui avaient été classés ou ignorés par la police locale au cours des 20 dernières années. Utilisez-le comme vous le jugerez bon, dit-il, simplement. Pour honorer sa mémoire, l'argent nous permit d'acheter une maison plus grande qui devint le nouveau siège du centre. Les documents devinrent la base d'une archive qui, des années plus tard, serait fondamentale pour prouver le schéma systématique de négligence des autorités dans les cas de violence contre les femmes, des preuves qui aideraient à façonner de nouvelles politiques publiques. Les années 1980 apportèrent de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Avec l'essor de la deuxième vague du féminisme, nous pouvions enfin sortir de l'ombre. Notre centre rejoignit le mouvement national des femmes qui luttait pour des changements législatifs, pour des commissariats pour femmes, pour plus de visibilité, pour des problèmes qui, pendant si longtemps, avaient été relégués à la sphère privée, au silence des foyers. Nous organisions des réunions publiques, participions à des conférences, écrivions des articles pour des journaux locaux, parfois même nationaux, pour sensibiliser à la violence contre les femmes, à la nécessité de protéger les victimes, pas seulement de punir les coupables. En 1985, nous inaugurâmes le premier commissariat pour femmes de notre région, une réalisation qui semblait impossible quand nous avions commencé notre travail près de 3 décennies plus tôt. J'étais invitée à la cérémonie d'inauguration où je reçus une plaque en reconnaissance des années de service à la communauté. En prenant la parole, j'ai regardé l'audience, vis des visages de femmes que nous avions aidées au fil des ans, certaines maintenant avec des cheveux gris, comme les miens, d'autres encore jeunes, beaucoup accompagnées de leurs filles, petites filles. C'était un moment d'émotion profonde, réaliser que notre travail avait traversé des générations. Hélène était là, bien sûr, assise au premier rang, à 48 ans. Elle était devenue une force de la nature à part entière. Après avoir élevé ses 3 enfants, elle était retournée à l'école, diplômée en psychologie, et continuait à coordonner le service psychologique du centre. Sainte-Marie, le docteur Paul, devint un allié important, offrant des soins médicaux gratuits aux femmes que nous accueillions
à partir des années 1990, avec l'âge avançant, je commençais à passer progressivement la direction du centre à des mains plus jeunes, des femmes qui avaient grandi dans une France différente de celle de ma jeunesse, mais qui faisaient encore face à beaucoup des mêmes défis. Je pris officiellement ma retraite en 1997 à 62 ans, bien que je continuasse comme conseillère, mentore. C'est à cette époque que je reçus la visite qui changerait encore une fois le cours de ma vie. Une jeune chercheuse de l'université d'État collectait des histoires de femmes qui avaient fait une différence dans leur communauté pendant l'ère des droits civiques. Quelqu'un lui avait parlé de la fille qui avait dénoncé son fiancé à l'hôtel, du travail né de cet événement. Votre histoire doit être racontée. Mademoiselle Charlotte insista-t-il, après des heures à enregistrer mes récits sur une série de cassettes, pas seulement pour la préservation historique, mais comme inspiration. Les nouvelles générations doivent savoir que des femmes comme vous ont ouvert des chemins dans des temps bien plus difficiles. J'hésitais au début. Je n'avais jamais été de celles qui cherchent la lumière, qui se positionnent comme protagonistes d'une lutte que j'ai toujours considérée comme collective. Mais Hélène, toujours censée, mais convaincue. C'est pas à propos de toi, Charlotte, argumenta-t-elle. C'est à propos de ce qui peut arriver quand nous décidons de ne pas rester silencieuses, c'est montrer que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours un choix, toujours de l'espoir. Ainsi naquit le livre La fiancée qui a dit non, publié en 2000. À ma surprise, l'ouvrage eut un retentissement national, fut adopté dans des cours universitaires, inspira des groupes de discussion. Soudain, à 65 ans, je me retrouvais invitée à des conférences, des interviews, des débats. C'était étrange, presque inconfortable. Toute cette attention après des décennies de travail discret. Avec le temps, je compris la valeur de partager notre histoire. Chaque fois que je parlais en public, toujours en insistant que c'était pas seulement mon histoire, mais celle de toutes les femmes qui avaient construit le centre avec moi, je recevais ensuite des messages de jeunes femmes inspirées à faire une différence dans leur propre communauté. Certaines créèrent même des initiatives similaires à notre centre dans d'autres villes, adaptées aux besoins, réalités locaux, ce qui commença comme la tragédie personnelle d'une fiancée trahie, d'une cousine agressée, s'était transformé en un mouvement qui traversait les frontières géographiques, générationnelles. C'était plus que je n'aurais jamais pu imaginer ce matin fatidique de mai 1957 and 2007. Nous célébrâmes le 50e anniversaire du centre de soutien aux femmes de Ruisseau-des-Fontaines avec une grande cérémonie. La petite initiative qui avait commencé dans une pièce au poste de police occupait maintenant un complexe entier avec un abri temporaire pour les femmes à risque, des cabinets médicaux, psychologiques, une assistance juridique, des cours de formation professionnelle, une garderie pour les enfants de celles que nous aidions, une bibliothèque spécialisée, plus de 50 professionnels, principalement des femmes dont certaines avaient été aidées par le centre dans des moments de vulnérabilité,
Il travaillait quotidiennement. Pendant la célébration, une jeune femme m'approcha. Timidement, elle semblait avoir environ 20 ans, avec des cheveux courts, des yeux expressifs qui me rappelaient quelqu'un. Vous ne me connaissez pas, commença-t-elle hésitante, mais ma grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle a dit que sans votre courage, je n'existerais peu, être même pas que la regardai, confuse, essayant d'identifier des traits familiers. Ma grand-mère est Laurette, la nièce du boulanger, expliqua-t-elle. Voyant ma confusion, l'une des femmes qui ont témoigné contre Édouard Thomassin au procès, le souvenir revint immédiatement. Laurette, si yeun, effrayée, racontant comment Édouard l'avait coincée dans le garde-manger quand elle était venue livrer un gâteau chez lui, comment elle s'était échappée, contrairement à d'autres victimes, l'avait dit à sa tante, qui lui interdit de retourner dans cette maison, mais ne dénonça pas l'affaire par peur de perdre des clients. Ma grand-mère disait toujours que le jour où elle vous a vu confronter Édouard à l'hôtel était le jour où elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'avoir honte, que c'était pas sa faute. La jeune femme sourit, les yeux pleins de larmes. C'est alors qu'elle a commencé à reconstruire sa vie. Elle s'est mariée des années plus tard, a eu ma mère, qui m'a eu récemment. J'ai été diplômée en droit, inspirée par votre histoire. Je veux travailler pour les droits des femmes, continuer ce que vous avez commencé. À ce moment, je compris le vrai sens de l'héritage. Ce n'étaient pas les bâtiments, les programmes, les statistiques impressionnantes de femmes aidées au fil des décennies. C'était ceci, des vies transformées, qui transforment d'autres vies dans une chaîne ininterrompue de guérison, d'autonomisation. Maintenant, en 2025, à 82 ans, j'observe les changements, les continuités. Je vois avec joie les avancées, des lois plus efficaces, une plus grande prise de conscience, des espaces pour la parole qui n'existaient pas dans ma jeunesse. Je vois avec inquiétude les revers, les résistances, les nouvelles formes que prend la violence dans un monde numérisé. Je vois de jeunes activistes luttant avec la même passion qui nous animait, affrontant certains des mêmes obstacles que nous avons affrontés, bien que dans des contextes différents. Et je vois surtout que la lutte que j'ai initiée ce jour lointain de mai 1957 n'était pas seulement pour mon époque, ou même celle d'Hélène. C'était une lutte pour toutes les femmes qui viendraient après nous, pour celles qui ne sont pas encore nées. Le centre que nous avons fondé resta fort, s'adaptant aux nouvelles réalités, affrontant de nouveaux défis. Hélène prit la direction quand je pris ma retraite et, des années plus tard, passa le relais à sa fille aînée, Clara, nommée en l'honneur de la femme du shérif Moreau. Maintenant, une troisième génération commence à s'impliquer, apportant de nouvelles idées, de nouvelles approches, mais gardant vivante l'essence de ce que nous avons construit. Édouard Thomassin mourut en 1919 à 72 ans, seul dans une maison de retraite en Bretagne. Quand j'entendis la nouvelle, je ne ressentis ni joie ni tristesse, juste la certitude que la justice, sous une forme ou une autre,
avait été rendu par la justice punitive des tribunaux, qu'il n'avait purgé que partiellement, mais la justice réparatrice d'une communauté qui refusa de rester silencieuse, qui créa des ressources pour protéger d'autres femmes, qui transforma la douleur en but. Parfois, quand de jeunes journalistes ou étudiants m'approchent pour des interviews, ils me demandent si je regrette de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas avoir formé une famille traditionnelle. Je souris à ces questions qui révèlent tant sur la manière dont la société voit encore le rôle des femmes. Ma famille est plus grande que n'importe quelle famille traditionnelle ne pourrait l'être, réponds-je toujours. Ce sont les centaines de femmes qui sont passées par le centre, les milliers de vies sauvées ou transformées par le travail que nous avons initié. Ce sont les jeunes femmes qui, inspirées par notre histoire, ont créé leur propre centre de soutien dans d'autres villes. Ce sont les lois que nous avons aidé à changer, les consciences que nous avons aidé à éveiller. C'est vrai, je n'ai jamais manqué d'amour, ou d'un sentiment d'accomplissement dans ma vie. Le chemin n'était pas celui que j'avais planifié dans ma jeunesse, mais il était infiniment plus significatif que je n'aurais pu l'imaginer maintenant. Alors que le soleil finit de se coucher à l'horizon de Ruisseau des Fontaines, je ressens une profonde gratitude pour le chemin que la vie m'a mené à parcourir. Ce n'était pas facile. Il y eut des moments de douleur atroces, de doute paralysantes, de découragement face à des obstacles qui semblaient insurmontables. Il y eut des larmes, des nuits sans sommeil, des retraites stratégiques, des batailles perdues, mais il y eut aussi des moments de joie indescriptible, de triomphe partagé, de solidarité qui transcendent les mots. Il y eut des étreintes reconnaissantes, des sourires renaissants, des futurs reconstruits à partir des centres de passé douloureux. Il y eut une communauté de femmes et quelques hommes alliés qui refusèrent d'accepter que les choses aient toujours été ainsi, qui eurent le courage d'imaginer, de construire un monde différent. C'est l'héritage que j'espère laisser quand mon temps ici prendra fin. Pas des monuments ou des hommages, mais des vies transformées qui continuent de transformer d'autres vies. Une vague qui a commencé avec un acte de courage un jour de mai 1957, qui continue de se propager bien au-delà de ce que je peux voir ou imaginer. Et à vous, qui m'avez accompagné jusqu'à ce point dans l'histoire, je veux dire merci. Merci de m'avoir écouté, de ne pas avoir détourné le regard des vérités difficiles, de permettre à mon histoire de résonner avec vos propres expériences. Espoir, rêve. Si cette histoire a touché votre cœur, mettez un petit cœur sur la vidéo, partagez-la avec quelqu'un que vous pensez avoir besoin de l'entendre. Rejoignez aussi notre communauté où nous partageons des histoires quotidiennes de dépassement, des soutien mutuel. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes histoires de vie. Ensemble, nous pouvons continuer à construire un monde où aucune femme n'a besoin de faire face à la violence en silence, car, en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit dans notre lutte. Pas de vengeance, pas de punition, mais de guérison, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes celles qui sont venues avant, toutes celles qui viendront après,
Et je suis Charlotte Moreau, la fiancée qui a dit non. Et ceci est mon histoire, une histoire qui, j'espère, continuera d'inspirer le courage longtemps après que ma voix se soit tue.